Alexandre, Excellences, mesdames et messieurs, chers amis, sans plus attendre, je vous propose d'écouter pour les 15 prochaines minutes la brillante intervention, à n'en pas douter, de Gilles Babinet. Gilles Babinet, entrepreneur en série. Je m'occupe de francophonie, donc je ne vais pas dire serial entrepreneur, parce que sinon je vais avoir des problèmes. On l'aura donc connu entrepreneur en série, ce qui est mieux que tueur en série. On le connaît aussi pour être représentant de la France auprès de l'Union européenne, représentant de la France dans le cadre du programme des champions du numérique. Là non plus, je ne le dirai pas en anglais. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous le présenter maintenant comme cofondateur d'Africa for Tech. C'est dire si sa parole est attendue. Cher Gilles, 15 minutes, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je suis évidemment particulièrement heureux d'être en votre compagnie pour parler de ce sujet absolument passionnant qui est le numérique en Afrique. Quelques mots sur la raison qui fait que je m'intéresse à ce sujet. Donc moi je suis depuis maintenant 30 ans maillé à différentes initiatives en Afrique et je crois que j'ai assisté un peu tout comme vous, à finalement l'émergence récente de l'Afrique. Et à cet égard, je voudrais faire quelques observations qui me semblent absolument essentielles, parce que finalement, lorsqu'on parle de dynamique économique, on a une perception sans doute beaucoup plus pertinente de l'importance de cette dimension numérique. Je voudrais rappeler que par africain, la croissance entre 1962 et 1997, en moyenne sur le continent, a été négative. Alors c'est évidemment ce qui a fait que The Economist a fait une couverture à peu près en 2000 qui parlait du continent maudit. Et c'était probablement fort mal à propos parce que c'est à peu près à ce moment-là où la croissance de l'Afrique s'est réveillée, une croissance très soutenue au travers des 15 dernières années. Lorsque on interpelle, on demande aux économistes, j'ai envie de dire un peu orthodoxes, quelle est l'origine de la croissance africaine, ils nous disent en général que ce sont les matières premières. Et c'est sans doute vrai pour partie de cette croissance. Il y a eu évidemment une augmentation du coût des matières premières qui, dans la mesure où il y en a beaucoup en Afrique, a participé de la croissance africaine. Mais je dois dire que je me suis beaucoup plus intéressé à des travaux qui ont été initiés d'abord par des cabinets de conseil privés, puis sponsorisés par la GSMA, et puis plus récemment repris par la London School of Economics, qui démontrent cette notion très intéressante en économie, ce qu'on appelle la baisse des coûts de transaction, les gains d'opportunité, l'alignement des agents économiques, d'une façon générale, qui fait que lorsque on est capable de mettre de l'information dans un écosystème, on assiste à l'alignement des agents et à la création d'opportunités économiques. Et je voudrais à cet égard souligner que dans une année où il n'y a plus de croissance soutenue en Afrique, cette année, 2016, eh bien, un ami me faisait récemment observer que si on prenait les pays non minéraliers, c'était les pays qui exportent moins de 10% de leur PIB en matières premières, la croissance africaine reste quand même de 5,5%, soit une croissance extrêmement soutenue. Si vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Rwanda ou le Kenya, vous avez toujours aujourd'hui des niveaux de croissance qui sont extrêmement forts. Et finalement, qu'est-ce qui a changé par rapport à une époque où le coût des matières premières n'était pas forcément apprécié? Qu'est-ce qui fait que ces pays ont une croissance soudainement qui reste forte aujourd'hui? Eh bien, l'explication, c'est les télécommunications. Les travaux que j'évoquais tout à l'heure démontrent que lorsque vous mettez un réseau de télécommunications dans un pays, à partir du moment où vous avez une pénétration qui est de l'ordre de 40%, vous pouvez rajouter à minima un point de PIB. Et si vous rajoutez là-dessus des réseaux de données, vous pouvez accroître cette part de croissance et je crois que c'est important de le souligner. C'est une croissance qui est particulièrement vertueuse parce que, à la différence des croissances en matières premières, c'est une croissance qui est tout à fait répartie dans la population. C'est une croissance d'impact. Cette dynamique, elle n'en est qu'à ses débuts. Elle n'en est qu'à ses débuts parce que de la pénétration en téléphone mobile, aujourd'hui, selon Stéphane Richard, de l'ordre de 80%, soit quasiment identique à celle que l'on observe dans certains pays développés à l'échelle du continent africain. On est en train d'observer une transition
extrêmement forte vers le smartphone. Mon voisin de gauche, je pense, ne pourra qu'abonder dans ses propos, Bruno Mettling, patron d'Orange Afrique. Et avec l'émergence du smartphone, la possibilité de créer des gains d'opportunité de façon encore plus soutenue. Alors je voudrais juste essayer de vous expliquer, parce que je trouve ça tellement fascinant à observer, ce que sont les gains d'opportunité. Imaginez une seconde que vous soyez un paysan africain normal, c'est-à-dire dans un monde non numérique, vous êtes souvent en pleine ruralité, vous êtes éloigné des zones d'information et vous faites une bonne récolte. Vous faites une bonne récolte, vous allez donc garder un peu de grain pour replanter l'année prochaine, un peu de grain pour vous, pour nourrir votre bétail et éventuellement votre famille, et puis le reste, vous allez chercher à le vendre. Vous n'avez pas d'information. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez au marché le plus proche. Eh bien, vous allez détruire de la valeur, quasi systématiquement, parce que vous êtes incapable d'optimiser l'alignement des agents de marché. Donc si vous n'avez pas de chance, vous arrivez sur le marché, puis il y a 5 autres fermiers qui ont la même disposition que vous, le même produit que vous, et vous avez une distorsion entre l'offre et la demande et une destruction de la valeur. Si vous avez un téléphone mobile, c'est très simple, vous allez donner 3 coups de fil et vous allez optimiser la répartition entre l'offre et la demande. Alors vous allez dire que ça paraît un peu simple, mais une étude extrêmement simple faite sur l'Ouganda a montré que les paysans ougandais, en l'espace de 9 ans, ils ont juste multiplié par 2 leurs revenus en 9 ans. Les paysans représentent en gros 70% de la workforce africaine et c'est 80% des gens qui gagnent en dessous de $2 à l'échelle de l'Afrique. Donc c'est les plus pauvres parmi les plus pauvres. Et là on voit l'impact finalement inclusif du numérique, c'est dans la capacité finalement, en donnant un tout petit peu d'informations, de faire toute la différence. Et encore une fois, à l'échelle de l'Ouganda, ce doublement des revenus, donc des revenus qui passent de 2 à $4, c'est un impact absolument considérable. Il se situe à 3 niveaux. La première, sur le prix des matières premières. En donnant cette information, vous optimisez l'alignement des agents. Évidemment, vous avez également des inclusions au niveau de l'utilisation de ces matières premières qui sont moins gâchées. Quand vous avez un reliquat parce qu'il n'y a pas eu de vente, ce reliquat, il est difficile à stocker et généralement, il va être perdu. La deuxième, c'est sur la diffusion d'une information essentielle qui est la météo. Quand vous donnez des prévisions météo à des fermiers, ce que vous pouvez faire de façon extrêmement simple avec simplement du texte, du SMS, eh bien, vous avez des stratégies agricoles qui changent et une optimisation de la production agricole et donc finalement une capacité, encore une fois, d'avoir plus de production et plus de production bien distribuée. Et puis la troisième, et non des moindres, c'est la capacité d'avoir des techniques agricoles qui soient diffusées de façon simple, des techniques de base, parfois simplement l'information sur le fait que vous avez un certain nombre de parasites qui sont en train de traverser le pays et qui vous permettent de faire des récoltes en fonction de cette information plutôt ou de mettre des produits qui vont limiter l'impact de ces parasites. Donc ces 3 notions sont aujourd'hui au cœur des stratégies des 60 initiatives de mobile farming que j'ai recensées récemment et changent le paysage agricole de l'Afrique de façon extrêmement soutenue. Et ça, je crois que c'est en soi quelque chose qu'il faut évidemment avoir à l'esprit. Et je pense que c'est aussi un indice très très important de ce que pourraient être des politiques numériques pertinentes à l'égard du continent. Parce que je peux vous dupliquer ce type de dynamique, d'abord au sein de l'agriculture, en allant plus loin, en essayant d'avoir des niveaux plus sophistiqués de techniques agricoles que l'on peut diffuser, mais on peut aussi avoir des stratégies à l'égard de l'eau, collectives, des stratégies qui sont crowdsourcées, qui permettent aux paysans de mieux comprendre quelles sont les dynamiques dans lesquelles ils s'inscrivent dans leur territoire et de les partager et de leur donner finalement une capacité d'avoir des politiques de long terme en matière de l'eau. Ces politiques sont extrêmement peu coûteuses au regard de ce que coûtent les infrastructures en matière d'eau. Et puis je pourrais faire la même analyse dans le domaine de la santé. Dans la santé, j'ai, avec la Fondation Pierre Fabre, lancé une initiative qui vise à recenser l'ensemble des initiatives numériques dans le domaine de la santé. On en a trouvé à l'échelle de l'Afrique une 60aine et on a vu également des capacités finalement de modifier complètement le paysage dans le domaine de la santé à des coûts qui sont extrêmement faibles. Alors je vais à cet égard vous donner ce qui s'est passé au Libéria. Vous savez que le Libéria a été victime d'une pandémie très inquiétante, celle d'Ebola, et on a vu, en mesurant finalement ce qui se passait, la capacité du mobile à avoir évidemment
un tracking de la diffusion de cette pandémie extrêmement fin, qui aurait été absolument incapable à faire avec des outils traditionnels de suivi des indices sanitaires publics. Mais au-delà de ça, on a été capable de diffuser des politiques sanitaires à très très grande volée à l'échelle du pays, avec des modèles parfois simples qui étaient du domaine du texte, parfois avec des applications un petit peu plus développées. Et d'une façon générale, on a acquis, au sein de la Fondation Pierre Fabre, la conviction que les politiques d'impact en matière de santé publique les plus efficaces passaient de façon essentielle dans le numérique. Alors je pourrais vous parler de Gentoli au Mali, des politiques prénatales très très efficaces qu'on peut dupliquer pour des coûts extrêmement faibles, d'autres applications en Afrique australe qui marchent extrêmement bien. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ces applications fonctionnent d'autant mieux lorsqu'on arrive à les ancrer dans les territoires. Et je crois que c'est là tout le sens de mon message, c'est que finalement ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que finalement ces politiques applicatives ont, dans une certaine mesure, atteint leurs limites. Elles ont atteint leurs limites parce que on est face à des enjeux extrêmement structurels et que si on veut réussir à faire en sorte que dans l'agriculture, dans la santé, dans l'énergie, dans l'éducation, on arrive à massifier l'impact de ces dynamiques, il faut réussir à mailler le monde des startups, le monde des applications avec les politiques publiques traditionnelles, parce que c'est en ayant des points d'impact qui vont toucher le plus grand nombre par des lieux physiques qu'on arrive d'une part à donner de la confiance dans ces systèmes applicatifs et d'autre part à avoir la capacité, à avoir par exemple la possibilité de diffuser des techniques comme des techniques de pompage qui sont évidemment pas des choses que l'on peut faire de façon virtuelle. Donc c'est tout le point. Et mon point, c'est de dire finalement on doit faire en sorte que les politiques publiques, mais aussi la politique de grands bailleurs de fonds, changent le paradigme traditionnel d'impact qui consiste à dire on fait de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est très bien, mais en 70 ans d'infrastructure, on n'a pas été capable d'avoir autant d'impact que le mobile a été capable d'en avoir sur l'Afrique. Et je crois qu'il faut reconnaître ça. Il faut admettre que finalement, le paradigme nouveau, il passe par la capacité d'informer, par la capacité de diffuser les techniques et les savoirs. Et quand je parle de technique, c'est aussi la capacité de diffuser des techniques hardware à des coûts marginaux. Et ce qui contenait les savoirs au sein de l'Occident, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, est en train d'exploser, notamment grâce à l'open source, et qu'on est aussi aujourd'hui capable d'amener des technologies sophistiquées au cœur des territoires. C'est ce que Lionel Zinsou appelle le bénéfice de l'arriération. C'est aujourd'hui d'être capable d'affirmer haut et fort que les savoirs les plus sophistiqués, les techniques les plus avancées ne sont plus le bénéfice exclusif de l'Occident, mais peuvent se retrouver dans les territoires. Je voudrais donner à cet exemple deux exemples. Le premier, c'est celui de Sébastien Thrun. Sébastien Thrun, c'est le monsieur qui a inventé l'intelligence artificielle qui fera les véhicules autonomes demain. C'est un professeur à Stanford. Il a créé le premier MOOC d'intelligence artificielle. Il nous apprend ceci, il dit, auparavant, j'enseignais 120 personnes. Maintenant, chaque année, j'ai 35 000 personnes qui viennent sur mon MOOC. Et ce MOOC, même en Somalie, où il y a un État, on va dire, extrêmement limité, eh bien, il y a des gens qui viennent de la Somalie regarder ce MOOC. Donc vous voyez bien que quand une technologie aussi sophistiquée que l'intelligence artificielle est à la portée de l'ensemble de la planète et globalisée par les MOOC, vous avez la capacité d'envisager les choses différemment. Et puis, je vous parlerai d'une autre initiative, une initiative américaine qui s'appelle Farm Impact, consiste à dire on va mettre en open source les 40 machines agricoles les plus essentielles. Et vous avez sur cette plateforme la capacité d'accéder à des égraineuses, à des pompes, à des moissonneuses-batteuses qui sont aujourd'hui disponibles en open source. Et je pense que l'enjeu de demain, l'enjeu auquel nous devrions réfléchir, c'est finalement comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des politiques publiques, des politiques d'impact se servent de ces nouvelles caractéristiques du développement pour pouvoir les massifier, pour pouvoir faire en sorte qu'elles concrètement soient dans les territoires. Comment est-ce qu'on peut utiliser finalement ces plateformes de MOOC? Comment est-ce qu'on peut utiliser ces plateformes d'open source? Comment est-ce qu'on peut créer finalement des systèmes de
crowdfunding pour faire apparaître finalement des systèmes de diffusion des techniques dans les territoires de façon extrêmement importante. Alors, c'est l'objet de mon message. Je ferai observer que finalement, la duplication des modèles occidentaux ne marche pas forcément. Si on veut faire du capital risque à l'échelle de l'Afrique en se disant on va faire émerger des tas de start-up, pour l'instant, ce que je constate, c'est surtout des échecs. Ce qu'il faut faire, c'est du capital risque avec du mentoring. C'est faire en sorte que les grandes entreprises occidentales arrêtent d'essayer de tropicaliser leurs offres en les adaptant à la marge pour faire en sorte qu'ils arrivent à les vendre et que ça ne finalement fonctionne que très imparfaitement. Le modèle de demain, c'est un clair modèle de partenariat qui va mailler les meilleurs entrepreneurs africains, les meilleures initiatives locales, territoriales, les meilleures initiatives dans le domaine de la santé, qui sont potentiellement des initiatives d'entrepreneuriat social, avec les massificateurs. Les massificateurs, ce sont les grands groupes, ce sont les bailleurs de fonds internationaux, ce sont les États, c'est la Commission européenne. Et c'est en acceptant de faire ces liens qui sont difficiles à faire, parce qu'il y a toujours de la condescendance, parce qu'il y a toujours une certaine forme de syndrome du sachant, qu'on réussira à faire apparaître un nouveau paradigme pour l'Afrique. C'est ce que je cherche à faire avec Africa for Tech, donc une initiative que j'ai lancée, qui a lieu la semaine prochaine dans le cadre de la COP22 à Marrakech, où nous rassemblons 50 des plus grands innovateurs africains qui viennent de 17 pays africains et que l'on rapproche de 22 grandes entreprises africaines, européennes, asiatiques, et qui vont pendant 2 jours échanger sur des paradigmes nouveaux d'impact dans 4 disciplines que sont l'éducation, la santé, l'énergie et l'agriculture. Et je pense que c'est au travers de ce type d'initiative que finalement on fera émerger une logique de développement endogène à l'Afrique, une logique de développement différente, et que l'on fera en sorte que finalement l'Afrique puisse demain être un modèle de management pour le monde. Parce que je rappellerai que finalement les grands enjeux auxquels nous faisons face, notamment les enjeux d'environnement, sont des enjeux qui nous démontrent que nous devons considérer que pour une fois, la réalité doit s'imposer à nous. Nous n'avons qu'une seule planète. Et si nous développons un modèle américano-occidental à l'échelle du monde, ça va mal se passer parce qu'on aura besoin de 5 ou 6 planètes pour préserver nos ressources. Donc la façon dont on va se développer, c'est en ayant un modèle frugal, un modèle d'innovation de rupture, un modèle agile, un modèle participatif, un modèle transversal, des caractéristiques qui sont présentes dans le développement actuel des initiatives que je viens d'évoquer à l'échelle de l'Afrique. Donc il ne tient qu'à nous d'amplifier ces initiatives pour qu'elles soient au cœur du développement de l'Afrique et finalement un jour qu'elles contaminent le reste du monde. Je vous remercie.